Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs en vos grades et fonctions respectives, mesdames et messieurs, c'est un véritable plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette 3e édition des Rencontres stratégiques de la Méditerranée, un rendez-vous désormais incontournable sur les enjeux du flanc sud de l'Union européenne et de la France. Vous êtes plus de 3000 inscrits à cette 3e édition et nous vous remercions pour l'intérêt que vous accordez à ces rencontres. Aujourd'hui, plus que jamais, la Méditerranée, le Proche et le Moyen-Orient, mais également l'Afrique, cristallisent de nombreux défis et opportunités. Des tensions politiques et militaires à l'orientation de la politique de défense française, en passant par les enjeux énergétiques, les questions de manipulation de l'information ou encore de souveraineté économique, ces 2 journées ont pour vocation de décrypter ces dynamiques qui concourent à la recomposition des équilibres géopolitiques. Ces rencontres sont un espace privilégié pour mener cette réflexion collective. Elles réunissent des experts, des décideurs publics et privés, des autorités militaires, mais également des acteurs de la société civile et plus particulièrement des jeunes, qui, par leurs perspectives propres, contribuent à nourrir un débat riche et éclairé sur les grandes questions stratégiques. C'est l'ADN de ces rencontres, et plus largement de l'Institut FMES, de promouvoir une approche fondée sur des regards croisés, des perspectives échangées, des différends abordés, et ce pour un dialogue renforcé. L'Institut FMES est ainsi honoré de compter plus d'une vingtaine de partenaires, tous les ans plus nombreux, qui soutiennent ces rencontres, en marquant ainsi leur engagement au sein de leurs différents domaines et niveaux d'activité, à élargir le spectre et à participer à cet effort collectif. Concernant les modalités pratiques, toutes les tables rondes et témoignages de cet amphithéâtre sont disponibles en traduction simultanée français et anglais. En parallèle, nous avons reconduit de la même façon que l'année dernière le système de questions-réponses par la plateforme Slido qui, nous l'espérons, permettra une plus grande interactivité entre le public et les intervenants. Plusieurs salles de retransmission existent au sein du Palais Neptune, donc n'hésitez pas à vous diriger vers des membres du staff afin qu'ils puissent vous orienter au mieux. Enfin, l'Institut FMES sort aujourd'hui la toute nouvelle édition de son Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Pour ceux qui souhaitent se le procurer, il est disponible avec une offre spéciale au premier étage du Palais Neptune. Le programme de cette première journée débutera avec un panel introductif qui abordera les multiples ruptures de la scène internationale. S'ensuivra le premier cycle de tables rondes avec, dans cet amphithéâtre, une table ronde sur la politique de défense française. En salle Colbert, une table ronde sur la souveraineté économique et les enjeux de puissance. Et enfin, en salle Rému, une table ronde sur la dissuasion française face aux nouvelles menaces. Après le déjeuner, le 2e cycle comportera une table ronde sur les rivalités de puissance dans cet amphithéâtre, une table ronde sur les secteurs énergétiques en Méditerranée en salle Colbert et une table ronde sur l'Afrique au cœur des stratégies d'influence en salle Rému. Cette journée s'achèvera par notre premier grand témoin, Maman Sambo Sidikou. Je vous souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux et inspirants qui commence dès à présent avec un panel introductif qui abordera les multiples ruptures de la scène internationale. Sans plus attendre, j'ai l'honneur d'appeler sur scène M. François de Canson, vice-président de la région Sud, M. Karim Amelal, ambassadeur et délégué interministériel à la Méditerranée, M. Xavier Pascot, directeur général de la FRS, et M. Pascal Hausseur, directeur général de l'Institut FMES. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux pour cette 3e édition des RS Med. J'espère que vous êtes en train de sécher un petit peu. On dit mariage heureux, mariage pluvieux, donc ça devrait bien se passer pour ces deux journées. Pourquoi sommes-nous aussi nombreux ? Moi, je pense que c'est parce que tous ici, on a tous le sentiment qu'on vit une période un peu particulière qui nécessite de réfléchir ensemble, ou en tout cas de réfléchir différemment. Et pour moi, il y a 2 grandes raisons. La première, c'est que nous ne vivons pas une crise, nous vivons une rupture. La crise, c'est une anomalie qu'on doit gérer du mieux possible, mais après l'anomalie, après la difficulté, on revient à peu près à l'état initial.
Moi, en tant qu'ancien militaire, pendant 30 ans, ou presque 40 ans, j'ai participé à la gestion des crises. Et beaucoup d'entre vous ici, quelle que soit leur fonction, ont géré des crises. Aujourd'hui, on est dans une rupture. C'est-à-dire qu'on vit un moment compliqué, une espèce d'anomalie, oui, et on le ressent tous, dans tous les domaines. Mais l'état final sera fondamentalement différent de l'état initial. Et ça change tout. Parce que ça veut dire qu'il faut se projeter dans l'inconnu, intellectuellement, d'identifier quels sont les futurs possibles et de voir quel est celui qui est le plus favorable, qui nous est le plus favorable. Je propose qu'on revienne à la slide précédente, s'il vous plaît, parce que celle-là, c'est pour tout à l'heure. Je reviens je reprends mon cours, et donc identifier quel est le futur qui nous semble le moins mauvais, et après agir en conséquence, sachant que les autres acteurs, chacun tire la couverture à lui en quelque sorte, et évidemment essaye d'aller là où il a envie d'aller lui, qui n'est pas toujours la même destination que vous. Ça change totalement les choses intellectuellement. C'est un autre logiciel, et pendant une génération complète, on avait un logiciel de crise, il faut passer sur un logiciel de rupture. Donc de mon point de vue, c'est vraiment la première raison fondamentale qui nécessite qu'on réfléchisse un peu plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent. La deuxième, c'est que cette rupture, elle est créée par une inversion de paradigme, de tendance lourde, qui nous prend complètement à revers. Alors, je m'explique, depuis au moins 40 ans, mais peut-être donc depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans, la chute du mur de Berlin, mais plus depuis la Deuxième Guerre mondiale, et peut-être même plus depuis le début de la révolution industrielle, et certains disent même encore depuis le début de la Renaissance, on avait une forme de convergence de l'humanité vers un modèle. Et il se trouve que ce modèle était à peu près le modèle européen, qui est devenu le modèle occidental quand les Américains se sont, j'allais dire, émancipés de l'Europe. Et ce modèle que nous avons connu, là encore, c'est un phénomène générationnel depuis au moins 30 ans, depuis au moins une génération, qui s'est accéléré depuis une génération. Il était porté par l'économie, il était porté par les flux, il donnait l'impression qu'on allait vers un monde de plus en plus homogène. Et puis, pour nous, soyons clairs, pour nous, Européens, c'était extrêmement confortable puisque les gens convergeaient vers nous. Donc on n'avait pas grand-chose à faire comme effort pour s'adapter au nouveau monde qui advenait. Bon, cette tendance est derrière nous, de façon structurelle. C'est une rupture. On est passé des forces centripètes à des forces centrifuges. Donc on a une divergence, une fracturation du monde, une fracturation des sociétés d'ailleurs. Donc on est dans une espèce de champ de force, si je peux lui donner une illustration physique, qui a tendance à écarter et à séparer. Et cette séparation, pour en revenir à un plan géopolitique, c'est une désoccidentalisation. C'est-à-dire que le monde est moins occidental aujourd'hui qu'il ne l'était. En termes de valeurs, en termes de modèles, en termes de représentation, en termes de règles du jeu international, en termes de droit. Donc ça change complètement les choses, en partie pour tout le monde d'ailleurs, mais en particulier pour les Européens. Et pour les Français, puisqu'on est en France. Et alors, en plus, facteur un peu aggravant, le poids relatif, à tout point de vue, démographique, économique, militaire, politique, le poids relatif des Européens et des Français s'atténue. Donc ça rajoute une complexité. On a moins de leviers qu'on en avait il y a 30 ans, et encore moins qu'on en avait il y a 60 ans, ou 70 ans, ou 80 ans, ou 100 ans. Donc c'est un véritable enjeu. Alors, dernier point, qui rajoute une complexité intellectuelle, conceptuelle à cette situation, c'est qu'en même temps qu'on a cette fragmentation, on n'a jamais eu autant d'imbrication. Imbrication économique, imbrication financière, imbrication environnementale, imbrication dans les flux de personnes, dans les flux d'informations. Donc on n'a jamais été, d'abord on n'a jamais été 8 milliards d'êtres humains sur cette planète, ça commence comme ça, et on n'a jamais eu autant d'accès les uns aux autres. Donc on a un sort qui est de plus en plus interpénétré, partagé, j'allais dire, et une tendance à la séparation qui est simultanée. Donc c'est pas l'une qui efface l'autre, c'est les deux qui s'additionnent, et souvent pas nécessairement pour le meilleur. Voilà, j'arrête là ma description.
vous avez compris qu'à mon avis, il est temps de réfléchir autrement, et que c'est un défi à la fois pour la génération dont je fais partie, qui a pendant 40 ans été sur un modèle intellectuel qui est maintenant pas complètement caduque, mais qui est quand même à revoir totalement. Et c'est un défi pour les jeunes, et c'est pour ça que je suis particulièrement content de voir des jeunes dans cet amphithéâtre et qui se sont inscrits pour toutes ces RSMed, parce que c'est ces nouveaux logiciels intellectuels qu'il faut mettre en place. Et clairement, ça nécessitera du travail, ça nécessitera du débat, de l'humilité, et c'est l'objet de ces RSMed. Alors maintenant, on a la chance d'avoir dans ce panel des responsables et des représentants de différents, qui ont dit chacun leur axe. Donc le vice-président de la région Sud, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, François de Canson, à mes côtés. Je vais lui poser la question, c'est pourquoi, de votre point de vue, c'est intéressant d'organiser les RSMed ici, à Toulon, dans la métropole TPM, de Toulon-Provence-Méditerranée, dans le département du Var, dont vous êtes un maire, le maire de Lalonde, et dans cette région dont vous êtes le vice-président, pourquoi ici, c'est particulièrement intelligent d'essayer de réfléchir ensemble, au-delà du fait de montrer qu'il y a une réflexion stratégique en dehors du périphérique parisien, ce qui est une réalité. Je crois que vous avez bien résumé la situation. Ici, il y a un véritable think tank, il y a des personnes qui réfléchissent, qui pensent, et puis ici aussi parce qu'il fait particulièrement beau et on peut organiser de beaux événements dans d'excellentes conditions. En tout cas, merci de votre invitation. Je crois qu'aujourd'hui, chaque mot doit être véritablement pesé au trébuchet. Aujourd'hui, tout le monde a tendance à interpréter vite, trop vite, et il faut prendre le temps de peser les mots. Peut-être le mot d'ordre aujourd'hui, et vous l'avez souligné, rester unis. Je crois que c'est particulièrement important. Rappeler aussi les invariants, peut-être remettre en place le contexte, comme l'a fait hier Renaud Muselier lors des commémorations du 7 octobre. Israël qui est engagé dans une guerre existentielle, il en est de même pour l'Ukraine où le conflit est aussi particulièrement dense, et le même sujet pour l'Arménie avec l'Azerbaïdjan. Tous les trois font face à une réalité de base, des démocraties agressées. Si on revient un peu sur la problématique en Israël, que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec la politique portée depuis des années par Netanyahou, il faut quand même se rappeler que le 6 octobre 2023, Israël ne bombardait pas Gaza. Aujourd'hui, regardons ce qui s'est passé le 7 octobre. Depuis, il y a des faits qui ont entraîné un certain nombre de réactions que l'on connaît, que l'on peut juger ou pas juger, mais on voit bien qu'Israël a été agressé. Pour autant, pas de surinterprétation, aucune mort n'est acceptable, ni n'est symbole de réjouissance. Mais pas de naïveté. Je crois qu'il faut tout de suite revenir à l'essentiel, c'est l'obstination du Hamas de ne pas libérer les otages, de ne pas restituer les corps, qui fait que nous ne pouvons pas trouver un périmètre de paix. Israël, l'Ukraine, l'Arménie ont avec nous une priorité à sauvegarder, c'est notre liberté face à l'obscurantisme. Je crois qu'il est important de constater que l'ordre international est aujourd'hui bafoué. C'est cela qui nous concerne au premier chef. Première conséquence, depuis un an, nous devons faire le deuil de ce que nous tenions pour acquis. Un nombre de certitudes s'effondrent. Fête de la musique, festival, musique, 1200 morts, 251 personnes enlevées. Tout ceci raconte une histoire que les Juifs connaissent trop bien. Jamais nulle part en sécurité. C'est la fin de la vision idéalisée d'Israël en ultime refuge sécure.
Pour les observateurs internationaux, Israël était rentré dans un processus normal de paix et de relations avec ses voisins musulmans via les accords d'Abraham. Là encore, la fin de l'utopie. Mais au-delà de tout, ce que nous pensions enterré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale rejaillit. Non, les horreurs des années 40 ne sont pas éradiquées, les pulsions de déshumanisation sont toujours là. Deuxième conséquence, les répercussions sur l'Hexagone. Peut-être rappeler, mon cher Karim, ce que le Quai a encore dit dernièrement. Nous avons en France à la fois la population musulmane et la population juive la plus nombreuse d'Europe. Est-il besoin pour nous de rappeler l'importance de la communauté juive en région sud et son implantation historique? Principale répercussion, une flambée de l'antisémitisme. Les attaques du Hamas ont servi de catalyseur de haine. 300% d'actes antisémites au premier semestre 2024, une augmentation de 300% des actes antisémites au premier semestre 2024. 6 cas sur 10 sont des atteintes aux personnes et 13% des actes antisémites ont lieu en milieu scolaire. À quoi s'ajoute, et c'est mon devoir de le faire, une répercussion politique qui est celle d'un double message que je vois plutôt brouillé. Alors que la gauche s'est toujours caractérisée par une posture laïque et dreyfusarde, je crois que lors des dernières élections, elle a un peu perdu le fil quand la gauche républicaine n'a pas trouvé les clés pour contrôler ou s'opposer au discours antisémite de sa frange la plus révolutionnaire. Sous couvert d'un soutien à la Palestine, vous en conviendrez, c'est quand même assez improbable. Période plutôt troublante, où des Che Guevara en Zadig et Voltaire ou The Couples, je m'adresse aux plus jeunes, retourner divers établissements universitaires. Merci à nos patrons d'université d'avoir résisté en région sud et d'avoir pris la mesure. Et puis un RN qui se pose en miroir de cette extrême gauche ouvertement antisémite, se posant alors en défenseur de la cause juive. Alors oui, tenir CRS Med aujourd'hui fait un sens, peut-être encore plus qu'hier, en France et surtout en région sud, ici à Toulon en particulier. Ça fait un sens car croire en l'espérance quand tout va bien, c'est plutôt facile. Défendre l'espoir et la fraternité quand ça va mal, c'est un tout autre challenge. Alors si aujourd'hui, ici, ensemble, on ne parle pas de paix, quand le ferons-nous et qui le ferons-nous? En tout cas, merci d'avoir organisé ces rencontres et je crois qu'il était important que nous puissions tous être présents à ces événements. Merci encore de votre invitation et félicitations pour ce beau challenge que vous avez encore une fois relevé. Merci, Monsieur le Vice-président. Et donc, je vais m'adresser à votre voisin, l'ambassadeur Karim Amelal, qui est le délégué interministériel pour la Méditerranée, et je lui repose finalement la même question, mais sur un plan plus large, géographiquement parlant, qui est les RS-Med, il y a le mot Méditerranée, mais les RS-Med, comme la FMES, dans lequel il y a aussi le mot Méditerranée dans le titre, s'intéressent au sud de l'Europe, dans sa globalité, dans sa complexité et dans sa diversité. Mais finalement, la Méditerranée est au cœur de ce sud. Et c'est vraiment si nous sommes riverains de la Méditerranée aujourd'hui, c'est pas tout à fait par hasard que les choses se passent ici. Vu de votre place, pourquoi c'est important d'organiser ce type de réflexion ici, au bord de la Méditerranée? Merci beaucoup, mon cher Pascal, amiral. Merci pour ton invitation et puis merci pour organiser ces troisièmes rencontres stratégiques de la Méditerranée. Je vais répondre évidemment à ta question qui est essentielle. Pourquoi Toulon? Pourquoi au bord de la Méditerranée? Pourquoi maintenant? Et pourquoi c'est important, mais d'abord peut-être dire que dans le prolongement de ce qu'a dit le vice-président de la région, que nous sommes aujourd'hui à un moment très particulier, où l'intensité dramatique du conflit à l'est de la Méditerranée, mais aussi de toutes les crises, de tous les foyers de tension, de toutes les ruptures aussi.
tu as évoqué dans ton propos liminaire, nous oblige la France, nous oblige à nous questionner, à nous interroger sur ce que nous faisons, sur la politique que nous conduisons, sur la politique en Méditerranée comme de façon plus globale, et de façon très simple et très humble, et nous avons besoin d'humilité aujourd'hui, à nous remettre en question, et pas simplement à nous questionner ou à questionner ce que nous faisons. Nous devons nous remettre en question. Nous devons nous remettre en question parce que notre place n'est plus aussi évidente que par le passé. Tu l'as dit encore une fois dans ton propos liminaire, s'il y a bien une leçon de ces 10, 20 dernières années, en Méditerranée en particulier, c'est que la place de la France et corrélativement la voix de la France ne sont plus entendues, ne sont plus aussi fortes, aussi puissantes même qu'auparavant. C'est un fait. C'est un fait que nous sommes confrontés aujourd'hui, alors face à ce, on appelle ça de façon un peu rapide le Sud global, qui recouvre une multitude de réalités, mais enfin, utilisons cette formule, nous sommes confrontés à un certain nombre d'oppositions, à une adversité croissante, à des voix dissonantes, à des gens qui ne nous aiment pas, de l'hostilité, et nous devons impérativement prendre en compte cela et ne pas dire ça n'existe pas, nous sommes toujours les plus forts et continuons comme avant. Ce serait une erreur absolument terrible, une erreur stratégique pour le coup considérable. Donc nous devons nous remettre en question, nous devons remettre en question nos paradigmes, nous devons remettre en question nos théories, nous devons remettre en question notre approche stratégique, nos approches stratégiques, nous devons remettre aussi en question nos outils, nos façons de faire. Et en particulier, non pas dans le cadre ou face au Sud global, mais d'abord en commençant par nos voisins en Méditerranée, nos voisins de la rive sud, nos voisins de la rive orientale. Ça ne veut pas dire que nous ne devons plus parler, nous devons nous taire, nous ne devons plus avoir de politique méditerranéenne, nous ne devons pas défendre évidemment, et sans doute aujourd'hui plus qu'hier, nos intérêts, notre influence, mais nous devons le faire d'une façon différente. Et c'est vrai que tu as employé le terme de rupture qui est caractéristique de la situation que nous connaissons. Ce qui va arriver, ce qui va advenir, précisément parce que la géopolitique de la Méditerranée est aujourd'hui la géopolitique surtout de l'Est de la Méditerranée, et que ce qui va se passer dans cette région, et ce qui se passe et ce qui va se passer encore, va impacter l'ensemble de la région. Et rupture parce qu'effectivement la suite ne sera pas du tout comme ce que nous avons connu jusque-là, bien, cette géopolitique-là doit encore plus qu'auparavant nous remettre en question notre approche, nos outils, etc. Et c'est pour ça, et j'en viens à ta question, que nous avons besoin d'abord de nous rencontrer, de nous parler. Il n'y a pas de soleil à Toulon, mais il y a du monde. Et il y a encore plus de monde aujourd'hui et à l'occasion de cette troisième rencontre qu'auparavant. Et ça, c'est plutôt très bon signe, parce que ça montre évidemment le succès de ce que tu as créé, de ces rencontres stratégiques, avec le soutien de tous ceux qui y contribuent, le nôtre aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on soutient cet événement, parce que nous avons besoin non seulement de nous voir, de nous rencontrer, de nous revoir, mais aussi de réfléchir avec des gens qui savent, qui appréhendent le monde, qui appréhendent ces changements, ces ruptures, ces évolutions, cette géopolitique mouvante de façon extrêmement rapide. Nous avons besoin de penser ensemble, mais aussi de consommer pour nous qui sommes diplomates et qui mettons en œuvre la politique méditerranéenne de la France, en tout cas en ce qui me concerne, nous avons besoin de nous nourrir de cette pensée, de ces pensées. C'est pour ça que les rencontres stratégiques de la Méditerranée, tu le sais bien Pascal, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, sont pour nous, au ministère des Affaires étrangères, du point de vue du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, je pense que je pourrais dire la même chose du point de vue de mes collègues du ministère des Armées, nous avons impérativement besoin aujourd'hui, encore beaucoup plus qu'hier, de comprendre ce qu'il se passe, non seulement les évolutions apparentes, mais ce qu'elles dissimulent de tectonique des plaques, d'évolution sociétale, sociale, dans des pays, encore une fois, avec lesquels nous divergeons sur beaucoup de sujets, pas sur tous, peut-être qu'on pourra y revenir. Mais au moment de cette grande divergence, nous avons plus que jamais besoin de comprendre ces sociétés, de comprendre ces pays. Encore une fois, ça participe de cette nouvelle approche. Et c'est pour ça qu'un événement comme les rencontres stratégiques de la Méditerranée, pour nous, c'est un événement exceptionnel. Et
encore une fois, on en a discuté auparavant, mais nous souhaitons, du point de vue du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que cet événement continue de grandir et que nous puissions en faire, et c'est déjà le cas évidemment, un puissant rendez-vous stratégique où des leaders de l'ensemble de la région, y compris bien évidemment, peut-être à commencer par là, du Sud, mais aussi de l'Est, de Turquie. J'étais en Turquie, je reviens de Turquie d'ailleurs, nous avons énormément de choses à dire et à faire avec les Turcs en Méditerranée, par-delà nos difficultés. C'est le travail des diplomates que de faire cela, que d'essayer de surmonter des difficultés pour voir comment est-ce qu'on peut construire ensemble. Bref, nous avons besoin de cet espace de dialogue, de réflexion, précisément parce que la rupture qui est en cours aujourd'hui sur le plan géopolitique, mais sur bien d'autres plans également, de façon impérative, nous oblige, nous conduise à remettre encore une fois en cause, en question, les schémas parfois teintés d'ailleurs d'arrogance, parfois teintés de paternalisme, que nous continuons d'avoir dans cette région-là. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui, et nous ne pouvons plus continuer comme avant. C'est pour ça que je salue évidemment ce que tu organises, votre présence, ce que nous faisons finalement, c'est-à-dire réfléchir ensemble à ce que nous pouvons faire, à ce que nous pouvons dire, à quelle peut être notre voix, la voix de la France, dans cette région particulièrement turbulente. Merci, merci beaucoup. Alors le dernier panéliste pour ce premier tour de table, j'allais dire, c'est un vieil ami, Xavier Pascaud, directeur général de la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS, et qui a, il y a environ 4 ans, on a commencé à réfléchir aux besoins de créer cet événement, les rencontres stratégiques de la Méditerranée. Eh bien, il y a un think tank parisien qui a levé la main et c'était Xavier qui incarnait cette volonté et qui m'a dit, nous, on veut bien te suivre sur cette affaire et donc ils sont notre partenaire. J'en suis vraiment très touché que la FRS ait fait confiance à la FMES et ça nous permet de bénéficier du savoir-faire parisien qui existe pour ce genre d'événement et puis de la réflexion qui est du Nord, j'allais dire. Mais la FRS a une spécificité qui est très intéressante et qu'on retrouve dans les rencontres stratégiques de la Méditerranée, c'est qu'elle réfléchit également sur les technologies, les industries, ce levier-là, qui est un levier essentiel dans la stratégie. Et d'ailleurs, de nombreuses tables rondes traiteront de ces sujets-là au cours des RSMed. Et donc, je me retourne vers Xavier pour lui dire pourquoi, vu de cet aspect-là, les RSMed peuvent apporter quelque chose. Merci Pascal. Alors d'abord effectivement, ça a été cette rencontre qui a été déterminante, je pense, avec vue de. Alors je vais parler pour moi de mon point de vue, l'importance de décentrer les débats. Tu l'as dit tout à l'heure, tu y as fait allusion, mais c'est important. Et pour revenir à vos propos, c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on a besoin de penser out of the box, on dirait un petit peu. Et c'est vrai que dans le cercle parisien, on est souvent dans des routines intellectuelles en réalité, sans se rendre compte parfois, pas tout le temps, mais sans se rendre compte parfois des évolutions du monde. Et je dirais que c'est moins la transformation du monde dont il faut prendre conscience que le rythme de cette transformation. Et ça, c'est lié effectivement, comme tu l'as dit, à la fois à ces ruptures profondes. Et c'est lié à tout ce qui les accompagne, c'est-à-dire la montée d'un certain nombre de nouvelles communautés qui jouent désormais un rôle, qui sont des acteurs nouveau des relations internationales. C'est lié aussi à l'évolution des technologies qui, qu'on le veuille ou non, modifient notre rapport au monde, en fait. Et modifiant notre rapport au monde, modifie finalement les rapports de force entre les groupes humains, modifie la manière dont les cultures s'organisent, se fondent, et comment les rapports se fondent entre les sociétés. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement au cœur de nos travaux. Alors, la Fondation pour la recherche stratégique effectivement effectue de nombreuses recherches sur les conditions aujourd'hui qui construisent finalement les rapports de force internationaux, notamment dans les conflits, pas seulement, notamment au plan militaire, mais pas seulement. On ne peut plus penser le militaire sans penser l'environnement du militaire.
Et aujourd'hui, vous savez, naguère, on parlait de technologie duale, par exemple, hein, ou qui était pour certaines civiles et qui pouvaient avoir un usage militaire. Aujourd'hui, avec la numérisation, ce débat est dépassé. Par définition, aujourd'hui, les technologies qui sont utilisées par un ensemble d'acteurs, je dirais, où il n'y a pas de rupture de continuité. Il y a les communautés d'utilisateurs, finalement, échangent les technologies, interchangent les choses. Donc ça, on a besoin de le penser. Et on est dans un contexte aujourd'hui où on voit une intensification des conflits de grande ampleur, évidemment. On vient de parler du Proche-Orient, on pourrait parler du conflit ukrainien. Finalement, tout ça nous conduit à constater l'élargissement, en fait, de la manière dont on mène ces conflits. Que ça aille de la désinformation jusqu'à l'utilisation de bombes traditionnelles en masse, de massification. Donc on a coexistence d'une forme de massification de la guerre avec une hyper-sophistication des technologies. Et ça ajoute au brouillard de la guerre, en fait. C'est-à-dire que on a du mal aujourd'hui à discerner ce qui va conférer un avantage d'une force sur une autre, par exemple. On a du mal à discerner si cet avantage, une fois qu'il a été conféré, va s'inscrire dans la durée. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit qui dure aujourd'hui? Et quelles conséquences ça a? Et on l'a bien vu, on le voit bien avec l'Ukraine. On a eu beaucoup d'analyses qui ont été dans un sens, qui ont été dans un autre sens, et qui sont très liées finalement, on se rend compte, bien un ensemble de facteurs qu'il est difficile de prévoir. Donc ça, c'est important pour tout un tas de raisons. D'abord pour les analystes militaires, bien sûr, qui ont besoin de comprendre la dynamique de ces conflits, qui ont besoin de comprendre ce qui se passe, qui ont besoin de comprendre ce qui fonde les rapports stratégiques aujourd'hui. Mais c'est important plus largement. C'est important. Quel est le rôle des sanctions aujourd'hui, par exemple, sur les technologies? Et est-ce que ça va avoir un effet sur la manière dont le conflit va être géré, par exemple? Donc tout ça, je dirais que ce sont des éléments que précisément ces rencontres stratégiques de la Méditerranée sont vraiment équipés pour y réfléchir. On a, tu l'as dit tout à l'heure, un ensemble en fait de panels, de tables rondes qui sont à la fois sensibles aux aspects géopolitiques, aux évolutions géopolitiques du monde, aux évolutions transverses aussi, qui sont des évolutions peut-être plus sécuritaires, mais qui concernent les sociétés, mais qui concernent aussi le rapport entre les États. Et puis, on a des tables rondes qui sont consacrées à l'évolution de ces technologies, à la manière dont nos acteurs industriels, dont les utilisateurs militaires ou les utilisateurs plus largement sont capables de se les approprier et de les transformer. Donc, il me semble qu'il y a un certain nombre de questions aujourd'hui qui nous sont posées qui imposent aussi une rupture intellectuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de penser le rapport de force? Qu'est-ce que ça veut dire de penser la stratégie? Ben, ça veut dire avoir souvent un logiciel qui permet de faire des connexions entre des domaines qui souvent étaient organisés un peu en silo, en tout cas du point de vue intellectuel. Être capable à la fois de voir un petit peu les structures sous-jacentes qui vont relier des stratégies économiques, des stratégies industrielles, des stratégies technologiques, avec des stratégies étatiques, ou, je dirais, l'activité de communauté qui émerge aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel. Ce qui, par exemple, est important aujourd'hui, c'est cette numérisation du monde. La numérisation du monde met en évidence, en fait, ces changements dont tu as parlé et les traduisent, j'allais dire, sur le terrain. Alors, sur le terrain numérique, mais parfois sur le terrain vraiment. Quand on fait la guerre aujourd'hui au rythme des réseaux, au rythme de cette numérisation, on ne fait plus la même guerre qu'il y a 20 ou 30 ans. Et en même temps, on a cette coexistence. On le voit en Ukraine, par exemple, avec des modes très traditionnels, finalement, de conflit, qui misent sur la masse, qui misent sur la matérialité la plus, j'allais dire, la plus sordide de ce qu'est la guerre. Et cette coexistence nous pose question. Faire coexister ces deux réalités, l'une un peu virtuelle et l'autre extrêmement matérielle, j'allais dire malheureusement, c'est quelque chose qui doit être pensé. C'est quelque chose qui doit être pensé, c'est quelque chose qui impose certainement de repenser les relations internationales, de repenser la confiance entre les États, ça c'est essentiel. Et je pense qu'on regarde l'espace, qu'on regarde les armements hypersoniques, qu'on regarde toutes ces nouvelles technologies de numérisation, là on est sur un terrain en friche. On a très peu
aujourd'hui d'outils pour penser la coexistence dans ces domaines. Et c'est là où les risques existent, et l'accélération de cette transformation dont je parlais accentue encore ce risque. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un monde un peu centrifuge sur ces questions-là, dans un monde où se créent des divergences, et je pense que précisément, et pour revenir à vos propos, ce type de manifestation, et nous c'est ce qui nous intéresse, ça crée de la convergence, ça crée de la mise en commun de réflexion. Et ça c'est absolument essentiel pour nous. Et donc sur les technologies dont tu as parlé, effectivement, on a, nous, des exercices de recherche, des travaux qui sont en cours. On essaye de susciter le débat public aussi sur ces questions-là, parce que ça, c'est important. C'est une variable très importante. Comment on s'approprie tout ça et comment on le vit ensemble. Et ça, je pense que c'est aussi la vocation de ce genre de journée. Donc, je m'arrêterai là, Pascal. Mais merci encore. Et nous, on est, évidemment, tu le sais, à tes côtés sur ces journées. Merci, Xavier. Merci beaucoup. Alors, évidemment, c'est une table ronde introductive, donc on va pas, c'est pas le moment de conclure quoi que ce soit, mais il me semble intéressant de faire un deuxième tour de table qui essaye de répondre à la question quelles peuvent être quelques pistes qu'on aurait identifiées chacun dans nos domaines et dans notre logique intellectuelle et nos responsabilités pour surmonter toutes ces difficultés, ces tensions, ces ruptures, ces fragmentations, ces évolutions inattendues, parce qu'il faut reconnaître, on peut dire d'une certaine façon, le sol se dérobe sous nos pieds. Et donc, on est face à un nouveau monde. Bon, alors, quelle piste? Et là, pour le coup, j'aimerais bien qu'on envoie le slide qui montre une carte que j'avais évoqué l'année dernière d'ailleurs, ici même, et qu'on a travaillé cette année à la FMES. Et cette carte est issue de l'atlas stratégique que vous pourrez vous procurer en sortant de cet amphi, et qui va illustrer ma piste à moi. J'en ai cherché une, évidemment il y en a des dizaines, qui est trouver un équilibre entre le pragmatisme, la lucidité d'une situation qui nous échappe un peu, dont nous ne sommes plus totalement maîtres, et en même temps le volontarisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être des pions de forces qui nous dépassent. Sinon, je pense qu'on ira dans le mur. Alors, pour illustrer ça, et cette carte essaye de le montrer, il y a deux grands champs de force qui sont à l'œuvre actuellement dans le monde. Il y en a certainement d'autres, mais il y en a deux, à mon avis, qui sortent du lot et qui s'imposent à nous. Et le mot s'imposer est fort parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Alors, la première, elle concerne le nord et le sud. Donc c'est la ligne horizontale. Et bon, évidemment, c'est une transposition sur une carte plate, mais bientôt on pourra faire tourner un globe virtuel ici. Mais donc vous pouvez couper le monde avec une ligne horizontale qui sépare le nord et le sud. Et le nord et le sud, c'est quoi? C'est les pays riches et les pays qui le sont moins. Les pays qui sont peu ou prou aux commandes du système international, économique, financier, politique, géopolitique, et ceux qui, peu ou prou, ont le sentiment de ne pas l'être. Et quand je dis les pays, c'est les populations. C'est une affaire de population. Cette ligne verte, oui, elle est verte sur cette carte, elle concerne des ressentis de gens qui ont le sentiment, surtout au sud, de ne pas être partie prenante et suffisamment bien considéré et tout bêtement suffisamment matériellement bien à la hauteur de ce qui pourrait être, en tout cas de ce que sont les autres. Alors vous allez me dire, des inégalités, il y en a toujours eu depuis que l'être humain est sur cette terre. Oui, c'est vrai, absolument, mais jusqu'à présent personne ne savait trop ce qui se passait de l'autre côté des océans. On est dans un monde, et ça c'est complètement nouveau, c'est une rupture anthropologique. On est dans un monde où au fin fond du Mozambique, vous savez très bien comment les gens vivent à Paris. Et du coup, ces inégalités sont insupportables. En tout cas, beaucoup moins facilement supportables qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent. Et on ne peut pas faire abstraction de ça. On ne peut pas faire abstraction de ça. C'est une vraie réalité. Donc, une rupture sociétale, une rupture émotionnelle qui concerne les sociétés, une rupture transparente, et en plus qui s'accroît. Et cette rupture s'ajoute à des ruptures en termes de représentation. En termes, typiquement, pour prendre un exemple parmi d'autres, le fait religieux, eh ben, dans la zone en jaune, c'est un fait majeur. C'est un fait majeur pour tout le monde, ou pour l'essentiel de la population. Le fait religieux, au nord de la ligne verte, c'est un fait secondaire.
Et ça, c'est vrai en Chine, en Russie, en Europe ou aux États-Unis. Et puis, voilà, au nord de cette ligne. Un autre fait de société majeur aussi, d'après tout pour l'homo sapiens que nous sommes tous dans cette salle, le fait d'avoir des enfants. Au sud de cette ligne, vous avez plein d'enfants. Au nord de cette ligne, vous n'en avez pas beaucoup, de moins en moins. Et c'est des vrais sujets. Et ça illustre, il y en a d'autres, ça illustre totalement que ces coupures de niveau de vie, ces coupures de représentation sont aussi des coupures qui touchent la vie de tout le monde. Et ça crée des incompréhensions, ça crée des jugements de valeur, des mépris, ça crée des ressentiments, ça crée des sentiments de revanche, etc. Vous l'avez compris, c'est la première ligne de force qui nous concerne tous, en fait, qui concerne le monde entier. Et alors, après, il y a une deuxième ligne de force qui, elle, concerne les pays du Nord. C'est celle qui sépare la ligne rouge sur cette carte. Et là, vous avez... en fait, ces lignes de force, elles se structurent sur l'opposition géopolitique. Là, on est dans la géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Qui prendra le leadership mondial au XXIe siècle? Et vous savez que, bon, voilà, c'est le combat du siècle dans lequel s'agglomèrent autour des États-Unis, l'Europe, les pays démocratiques, et autour de la Russie, une forme d'eurasisme. C'est marrant parce que c'est des concepts qui avaient été développés au début du XXe siècle par Mackinder ou Mann, c'est-à-dire les thalassocraties d'un côté et la tellurocratie de l'autre, donc les puissances continentales. On les retrouve un peu là. Il se trouve que ce sont aussi des pays autocratiques, ils sont continentaux, et là il y a une tension qui se crée, Est-Ouest, qui est une tension géopolitique dans laquelle nous sommes partie prenante. Et ces deux tensions, elles s'additionnent, elles se superposent. Et je pense que le cauchemar pour la partie bleue, ça serait que la partie rouge s'allie avec la partie jaune et isole la partie bleue. C'est exactement le plan de Xi Jinping et c'est le plan de Vladimir Poutine. Donc c'est pour ça que quand Xi Jinping parle du Sud global, en fait, il considère, et là pour le coup c'est complètement artificiel, que la Chine est en jaune et fait partie des pays en voie de développement. C'est d'ailleurs son statut à l'ONU, alors que c'est la deuxième puissance économique du monde et bientôt la première. Donc c'est une absurdité intellectuelle, mais ça fait partie de cette guerre de communication qui participe de ces jeux. Et j'arrête là, mais vous avez compris mon point. Ces forces existent, nous sommes dedans. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ces axes se croisent en Méditerranée et en Méditerranée orientale. Et je ne pense pas que ça soit totalement un hasard. Vous avez la guerre d'Ukraine, c'est vraiment une guerre géopolitique Est-Ouest. La guerre en Palestine, c'est d'abord une guerre Sud-Nord, qui bien sûr est exploitée Est-Ouest aussi, parce que les acteurs jouent de ces rivalités. Et il faut le prendre en compte. Qu'est-ce que ça veut dire intellectuellement? Ça veut dire que si on se dit, bah voilà, c'est comme ça, on subit des forces qui nous dépassent, on devient des pions passifs, et eh bien on va à la catastrophe. Et donc, ce qu'il faut, c'est, à mon avis, et c'est puisque c'était le thème de ma question, quelle piste? La piste, c'est accepter de comprendre le monde qui n'est pas celui que nous avions prévu. Nous avions prévu un monde où tout le monde était de la même couleur, et si possible bleu. C'est plus simple. Et du coup, ben voilà, c'était parfait. On était tous des consommateurs, des producteurs, des produits, et tout allait mieux dans le meilleur des mondes. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, acceptons le monde, ça c'est la lucidité, mais ne soyons pas passifs face à ce monde et acceptons de réfléchir comment modifier et comment agir dans ce monde. La France fait partie de l'Occident. C'est visible pour tous ceux qui ne sont pas occidentaux, donc elle est dans le bleu. Elle est aussi européenne, c'est-à-dire pas tout à fait américaine, et les intérêts sont différents. Et la France, c'est la France, c'est un pays du Sud, avec des bouts de France qui sont dans la partie jaune. Et ça nous donne une compréhension, une appréhension du Sud totalement différente de nos voisins européens. Donc il faut articuler ces différents échelons, il faut élaborer une nouvelle vision qui permette d'accepter une altérité complètement différente de ce qu'on avait prévu. On n'est pas dans l'indifférenciation, on est dans l'acceptation de l'altérité, ce qui ne veut pas dire du tout qu'on se noie et qu'on ne sait pas qui on est, parce que je pense que pour bien vivre avec les gens différents, il faut d'abord savoir qui nous sommes. Et donc finalement, et j'arrête là, je pense que ça nécessite du travail, ça nécessite de l'imagination, ça nécessite de la volonté, en fait ça nécessite de refaire de la politique. Et
mon sentiment, c'est que depuis une trentaine, quarantaine d'années, on pensait que l'économie allait tout régler, tous les problèmes politiques, et la Palestine est d'ailleurs un exemple parfaitement illustratif de ça. Il ne suffit pas de mettre de l'argent et de calmer un peu les plus excités pour régler les problèmes. Les problèmes nécessitent qu'on rentre dans la difficulté et qu'on l'élabore, qu'on la regarde, qu'on l'analyse et qu'on fasse des choix, et donc qu'on prenne des risques. Et c'est un peu ça, ma piste à moi, pour essayer de surmonter ces difficultés. Et maintenant, je passe la parole à notre vice-président, François, à toi. Donc pendant que vous parliez, monsieur le président Muselier m'a envoyé un SMS, d'abord pour vous féliciter sur l'organisation de ces rencontres stratégiques. Bien évidemment, lui qui a été un secrétaire d'État aux Affaires étrangères, vous doutez bien qu'il est particulièrement intéressé par le résultat de ce qui va sortir de vos rencontres. Je crois qu'il y a plusieurs niveaux pour nous au niveau de la région. Il y a d'abord le contexte régional, où là, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut rassurer et densifier le sentiment de sécurité auprès de notre population. C'est pour ça que nous avons un plan qui s'appelle Région Sud, Région Sûre. C'est 10 millions d'euros qui sont injectés chaque année pour assurer la sécurité de nos populations. Nous avons aussi un plan contre la radicalisation, où là, nous sensibilisons les différents publics, nous formons des agents, nous formons du personnel en entreprise et bien évidemment, nous sensibilisons nos jeunes, notamment avec des partenariats avec le Camp des Milles, avec les visites à Auschwitz. Et je crois qu'il faut être particulièrement attentif auprès des jeunes. Et je suis ravi encore ce matin qu'il y en ait nombreux dans cet amphithéâtre. Nous sommes aussi en train de regarder attentivement ce qui se passe au niveau des associations. Les associations qui nous demandent des subventions, nous sommes particulièrement attentifs à voir ce qui se cache derrière toutes ces associations. Et puis, il y a l'échelle euro-méditerranéenne. L'échelle euro-méditerranéenne, bien évidemment, le président Muselier veut jouer un rôle à ce niveau-là. Il ne veut en aucun cas se suppléer à l'État français, mais je crois que c'est la diplomatie du dernier kilomètre et c'est quelque chose qui est particulièrement prenant et particulièrement intéressant pour la région Sud. On a quelques temps forts en région Sud. En 2017, bien évidemment, il y a les fameuses rencontres de Méditerranée du futur. 40 territoires qui viennent nous rejoindre, la Commission européenne, l'Union pour la Méditerranée, autour des sujets que l'on partage en commun, des sujets qui nous lient. Et je crois que c'est là, comme tu l'as si bien dit, l'intérêt de ces rencontres. Et puis, il y a bien évidemment cette année le plus gros événement diplomatique depuis ces 10 dernières années, le Congrès des océans, l'UNOC, qui va être porté par l'ONU à Nice en 2025. Et là aussi, il y aura un pavillon entièrement dédié à la Méditerranée et ça sera l'occasion aussi d'échanges fructueux pour notre belle Méditerranée. Et puis, ça a échappé à personne. Nous avons la chance d'avoir maintenant une nouvelle commissaire à la Méditerranée, Madame Suika. C'est peut-être l'occasion, là aussi, de faire avancer un peu les sujets qui nous tiennent à cœur sur la Méditerranée. Mais comme tu l'as si bien dit, je crois qu'il va falloir avoir le courage des mots et des thèmes au-delà du consensuel. Certes, on a beaucoup travaillé sur le processus de Barcelone, on a trouvé des accords sur la Posidonie, sur la politique de réutilisation des eaux usées, mais est-ce qu'on a vraiment atteint le but que nous recherchions? Je crois que là, il va falloir poser clairement les questions. Les sujets d'enjeux migratoires, bien évidemment, tiendront une place prépondérante. Et puis, il y aura cet effort à faire de vérité, de lucidité, de couleur de la cartographie qui est particulièrement intéressant. Et puis, il va falloir avancer ensemble, encore une fois, sur ces liens qui nous lient à la Méditerranée. Mais je crois qu'il faut quand même rester extrêmement positif ce matin. Tout ne va pas si mal. Bien évidemment, la guerre s'écrit au présent, l'histoire s'accélère, mais retenir que rien n'est écrit. Et si on est là, c'est pour écrire une belle page de l'histoire. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, cher Karim, quelle piste? Même question. La carte que tu as montrée est évidemment très très intéressante et je voudrais y revenir un instant pour dire une chose simple, c'est qu'elle illustre évidemment un des aspects de la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire une guerre des narratifs, une guerre des représentations qui se structure
pour tout un tas de raisons technologiques, numériques, etc., politiques bien sûr, démographiques, économiques, climatiques et autres, mais qui se structurent autour de ces lignes de faille, notamment celles-ci en recouvrant ou en recoupant d'autres. Et la partie en jaune, sans la Chine, qu'on pourrait ajouter dans ce qu'on appelle le Sud global dont on parlait, recouvre encore une multitude d'autres lignes de failles, de ruptures, et donc c'est un monde en fragmentation. Je ne suis pas sûr que la situation que nous connaissons aujourd'hui soit inédite dans l'histoire, au fond, et il y a une certaine forme de cyclicité. Il serait faux de dire que l'intensité dramatique atteinte aujourd'hui, parce qu'il y a la guerre à Gaza, il y a la guerre en Ukraine, c'est du jamais vu dans l'histoire. En prenant un peu de champ et en remontant d'un siècle en avant, les 2 guerres mondiales en Méditerranée comme ailleurs nous ont montré que l'intensité dramatique pouvait être beaucoup plus importante, plus aiguë. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut souhaiter, même si l'escalade actuelle est inquiétante. Mais enfin, on a connu quand même, dans l'histoire de la Méditerranée, de cette toute petite région du monde, très importante pour des tas de raisons socio-historiques, on a connu des périodes et des moments beaucoup plus graves. Tout ça pour relativiser quand même l'ampleur de ce qui se passe, qui n'en reste pas moins évidemment très important. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à ce moment-là où nous nous parlons de moins en moins parce qu'il y a ces lignes de faille, de rupture, de fracture. Et ce qui se passe d'ailleurs en Israël et en Palestine est très intéressant de ce point de vue-là, malheureusement. Qu'on a de part et d'autre des sociétés, des populations qui s'isolent dans des bulles d'incommunicabilité. Et c'est extraordinaire de voir à quel point aujourd'hui l'isolement est considérable entre des sociétés, des populations que tout lie au fond, à commencer par le territoire. Et cette incommunicabilité-là, qui atteint son paroxysme s'agissant de la situation et du conflit israélo-palestinien, on pourrait l'observer à d'autres égards, évidemment, entre la Russie et l'Ukraine, là encore, deux populations que tout lie, que l'histoire tout entière lie. On pourrait, plus proche de nous, peut-être, un peu plus proche de nous, l'observer entre la France et l'Algérie aujourd'hui, pour des tas de raisons, là encore. Mais on a de plus en plus de mal à se parler, à garder le contact, à nous écouter, à nous entendre. Et je crois que là, de ce point de vue-là, non seulement, bien sûr, ce type de rencontre est essentiel, parce que ça nous permet de nous retrouver, de dialoguer. Nous avons besoin de ces espaces de dialogue et de réflexion, mais en prenant un peu de champ, la France a un rôle à jouer. Elle a un rôle historique à jouer. Et soyons pas grandiloquents, mais enfin, c'est aussi un peu de sa grandeur dans l'histoire que de pouvoir jouer ce rôle qui consiste, au fond, et ça n'est pas peu dire aujourd'hui, de pouvoir ou d'être en capacité encore, malgré tout, un peu, pouvoir parler à tout le monde, à tous les protagonistes. C'est ce que, en ce moment, il se passe au Liban. C'est pour ça que nous sommes très attendus au Liban, même si notre voix faiblit un peu, mais enfin, nous sommes, jusqu'à aujourd'hui, probablement le seul pays dans le bloc bleu, là, dans la partie en bleu, qui parle à l'ensemble des protagonistes, et qui l'a toujours fait. Donc, nous sommes un pays qui a cette force-là, parce que nous sommes un membre permanent au Conseil de sécurité, parce que dans l'enceinte des Nations Unies, quoi qu'on dise, il se passe énormément de choses, parce qu'il est toujours essentiel dans ce cadre-là, multilatéral comme dans d'autres cadres, de garder le contact, de continuer à nous parler, mais la France a un rôle particulier à jouer. Encore faut-il, pour jouer ce rôle, ce que le président de la République essaye de faire, ce que tous les présidents de la République successifs ont essayé de faire en Méditerranée, s'agissant du Liban ou de la situation ou du conflit israélo-palestinien, comme d'autres théâtres de conflits et de foyers dans le monde, mais encore faut-il que nous puissions, je le disais tout à l'heure, avoir une approche sans cesse renouvelée.
et mutante en fonction précisément de l'évolution de la situation. Ce qui n'est pas facile, parce que c'est beaucoup plus facile d'être engoncé dans nos certitudes, dans nos croyances, nos convictions, et de ne pas terriblement bouger. Donc nous devons être en mouvement de façon perpétuelle. C'est pour ça que ces rencontres et ces espaces de réflexion sont importantes. Et bon, c'est ce que nous essayons de faire. Alors c'est très difficile et on n'y arrive pas toujours. On est suffisamment lucide quant aux critiques qu'on nous adresse, là encore une fois du point de vue du ministère des Affaires étrangères. Mais c'est ce que nous essayons de faire en Méditerranée comme ailleurs, à travers deux exemples un peu concrets que je donne à l'appui de ce que je raconte. Je disais tout à l'heure, il faut qu'on renouvelle nos manières de faire, nos schémas de pensée, nos paradigmes, etc. On a lancé, c'est un exemple, au ministère des Affaires étrangères, une stratégie consistant, ce qu'on appelle une stratégie diaspora, une stratégie consistant à mobiliser de nouveaux acteurs que nous n'avions pas l'habitude de mobiliser ou d'associer à nos actions jusque-là, mais force est de constater évidemment que les diasporas étant un acteur clé des relations internationales, mais surtout de nos relations avec l'ensemble des pays méditerranéens, il nous est apparu absolument évident, et au président de la République en premier lieu, de dire nous avons besoin d'associer beaucoup plus à notre politique étrangère, à notre politique méditerranéenne, à notre politique dans la région, eh bien cet acteur-là, cet acteur nouveau, cet acteur souvent insaisissable, mais qui existe et qui doit jouer un rôle à un moment où nous, en tant qu'État, en tant que France, nous ne sommes pas forcément toujours en capacité d'être entendus comme nous le souhaitons, d'avoir l'influence que nous souhaitons avoir dans un certain nombre de ces pays de la région. Donc ça, c'est ce que nous essayons de faire, mobiliser les diasporas à l'appui de notre politique étrangère, et nous avons lancé un certain nombre d'actions et d'initiatives dans ce sens, pour renouveler aussi nos manières de faire, comme je le disais. Et puis l'influence. Nous avons une image qui est honnêtement catastrophique dans la région. Nous devons l'accepter, nous devons en comprendre les raisons, nous devons comprendre pourquoi depuis tant d'années nous avons laissé un fossé se creuser, qui est béant aujourd'hui, avec des opinions publiques de l'autre côté de la Méditerranée, je ne vais pas beaucoup plus loin. Je pourrais aller évidemment au Sahel où c'est encore pire, en Afrique de l'Ouest, en Afrique tout court d'ailleurs. Nous devons comprendre les raisons de cet éloignement, de cette divergence, de ces divergences. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce que nous n'avons pas su appréhender? Et encore une fois, c'est pour ça que nous avons besoin de ce type d'événement, pas celui-là seulement, mais beaucoup d'autres comme celui-ci. Et donc, nous avons besoin de retravailler sur la façon dont notre voix porte, qu'on pourrait appeler de l'influence. Mais comment est-ce qu'on fait pour que, c'est pas une question d'image, c'est pas une question de communication, mais pour que notre voix porte à l'heure où elle est confrontée à de multiples adversaires, pour ne pas dire ennemis, qui mènent contre nous une guerre informationnelle féroce, avec des outils que nous n'utilisons pas parce que notre démocratie, et c'est très bien comme ça, nous en empêche. Comment est-ce qu'on fait pour que notre voix continue à porter et pour que nous puissions, avec cette voix, défendre notre place, défendre notre rang, défendre nos intérêts dans une région où nous continuons d'avoir un rôle à jouer, nous continuons d'être présents de multiples manières et qui est très importante pour nous. Donc et je sais que tu y tiens beaucoup, Pascal, et ça fera partie d'un certain nombre de panels et de travaux. Comment fait-on, influence est souvent un mot un peu délicat à manipuler, mais comment est-ce qu'on fait pour que notre politique, notre voix, nos intérêts, notre place continue d'être assurée dans ce monde extrêmement tourmenté, dans cette géopolitique de fracture et de rupture aujourd'hui? Eh bien, ça commence par, et je m'arrêterai là, par, encore une fois, accepter de nous remettre en question et d'écouter ce que des spécialistes ont à nous dire sur les bonnes manières de faire. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Un mot pour dire que les RSMed, c'est l'anti-réseau social. Donc pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Xavier? J'allais rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait. Et en vous écoutant, ça m'apparaît encore plus nettement. On vit une apparence de paradoxe.
on vit un monde d'incommunicabilité à mesure que les moyens de communication se développent. Ce qui est quand même une apparence de paradoxe. Mais en fait, quand on regarde bien, ce n'est pas tout à fait illogique. Parce que ça veut dire que le rapport de force se déplace précisément sur la communication. On accélère le temps, et donc on prend tous les moyens pour confisquer le débat. C'est les fake news, c'est tout ça, c'est tout. Et vous mentionnez la notion d'influence aujourd'hui. Sur le fond, on comprend bien ce qu'elle veut dire. Aujourd'hui, l'influence dans la forme, qu'est-ce que c'est ? Et c'est ça le paradoxe aussi de cette carte, c'est-à-dire qu'à la fois, on est dans une situation finalement relativement assez traditionnelle, où on a un bloc d'un côté, un bloc de l'autre. La guerre froide, c'était aussi un monde de condominium, avec chacun sa clientèle, le monde était bien ordonné, etc. Quand on regarde certains domaines stratégiques, technologiques, à échelle planétaire, on voit qu'il y a une organisation un petit peu similaire qui se met en place. Je dirais qu'il y a à la fois une forme de... Moi, j'ai toujours eu ce sentiment de confrontation, complicité un petit peu avec des clientèles, avec un monde qui s'organise. C'est plus compliqué aujourd'hui, effectivement, avec des pays qui ont émergé désormais, qui veulent avoir, qui ont voix au chapitre. Alors ça crée quand même un problème. Et on déplace le conflit sur la communication, précisément sur l'influence. Et là, on a, nous, France, une position très particulière, qui est une position héritée de notre histoire aussi, qui se confronte désormais à de l'industrialisation de la communication qui est orchestrée, je dirais, dans les deux blocs que tu fais apparaître. Donc ça, je pense que c'est la question essentielle pour nous en tant que puissance. Alors je dis, c'est un mot que j'aime pas beaucoup utiliser, puissance moyenne, alors ça ne veut pas dire grand-chose. Non, on a des choses à dire. On a des choses à dire. D'abord, il faut qu'on soit sûr, tous ensemble, des choses que nous avons à dire et de comment les dire, et il faut trouver le moyen de les dire. Et finalement, aujourd'hui, ce dont on se rend compte quand même dans les différentes conférences qu'on peut faire sur les problèmes du monde, le problème, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire qu'en fait, ce monde est devenu globalement interdépendant. Donc on est dans une situation distordue où on crée de la rupture, du conflit, du silotage, de l'isolement, dans un monde qui est interdépendant en réalité. Et là encore, celui qui ramasse la mise, entre guillemets, c'est celui qui va donner le logiciel, qui va écrire les règles du jeu qu'il faut que tout le monde joue. Et c'est là où nous devons nous placer. L'influence est à double niveau, elle est dans l'entretien de nos rapports traditionnels et de la mise en avant de notre histoire, de notre manière de penser, et elle est aussi dans notre présence, dans tous ces forums où se joue, parfois de la manière la plus technologique, mais parfois de manière très politique. Il y a de la politique dans une puce. Et il faut être présent pour finalement domestiquer ça. On a besoin de transparence en réalité. On coexiste. Et ça, c'est quelque chose auquel nul ne pourra échapper, qu'il soit dans le bloc bleu, dans le bloc rouge, etc. On coexiste. On le voit bien aujourd'hui. La question du nucléaire, par exemple, est au centre des réflexions, ou en tout cas est en arrière-plan des réflexions. Et en même temps, elle existe, elle est là. Elle est existentielle, cette question. Elle a besoin de débat. Et en fait, la réalité, c'est que, en réalité, de quoi a-t-on besoin ? C'est de garantir le fait qu'elle assure une forme de continuité, de stabilisation de nos rapports internationaux pour éviter, en fait, des démarches proprement suicidaires. Donc, la réalité, et on le voit dans beaucoup aujourd'hui de forums internationaux, etc., c'est qu'en fait, sans le dire, les pays, en fait, appellent à une forme de transparence, à une forme d'échange. Il va bien falloir se parler. Et le simple fait d'ouvrir des lignes de communication qui ne soient pas les réseaux sociaux, comme tu dis, et moi je suis très content que tu dises que les ResMed, c'est de l'anti-réseau social, c'est précisément ça dont on a besoin. On se pose et on parle des sujets qui sont des sujets d'intérêt mutuel. On a après tout vécu une période de guerre froide. Le monde se tenait par la barbichette, si j'ose dire, stratégique. Et finalement, comme vous le disiez, il n'y a pas plus de drame en termes d'intensité dramatique. La période de guerre froide était une période de très forte intensité dramatique. Elle a été gérée, cette période. Ça ne veut pas dire que les pays ont partagé au bout du compte des projets politiques convergents, etc., mais elle a été gérée. Là, il faut sans doute retrouver, et la France peut y contribuer, à mon avis, par sa position particulière, il faut sans doute retrouver le moyen de gérer ces antagonismes, qui sont là, qu'il faut contacter, fact of life, mais il faut les gérer. Or, aujourd'hui,
on déploie nos rapports de force dans différents domaines, jusque dans l'espace. Alors tu sais que ça me tient à cœur. Et l'espace, typiquement, c'est le lieu où on a besoin d'inventer la transparence. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Et c'est vraiment un enjeu extrêmement urgent. Les gens s'en rendent compte aujourd'hui. On est en train d'habiter cette zone-là comme on ne l'a jamais fait. Donc on y transporte évidemment tout ce qui est bien, tout ce qui est positif de nos sociétés, mais aussi tout ce qui est négatif. C'est une forme d'extension du volume planétaire, en quelque sorte. Eh bien là, on a besoin d'inventer cette transparence, on est interdépendant. Celui qui va créer une catastrophe va en faire payer le prix à tout le monde, y compris à lui-même. Et on a l'impression que le globe, il est un peu dans la même situation. On le voit bien avec le conflit au Proche-Orient, qui en fait concerne l'ensemble de la communauté internationale. On le voit évidemment avec le conflit ukrainien. Donc on a besoin de retrouver ça. Et on a l'impression qu'on est effectivement dans une queue de comète qu'on n'a pas encore tout à fait gérée, qui est cette sortie qui n'en finit plus de la guerre froide, avec la réinvention, la nécessaire réinvention de règles, j'allais pas dire de règles du jeu, de règles de coexistence, simplement de coexistence. Et ça, je pense que, moi je crois beaucoup, dans ce genre de réunion, dans le fait que ces débats doivent donner, alors là il faut être créatif, hein, c'est de la prime à la créativité, et puis aussi il faut être présent, c'est-à-dire qu'il faut avoir des présences multiples à tous les niveaux. Aucun niveau n'est à négliger, que ce soit le niveau local, le niveau des Nations Unies, je dirais que ça... Pour un diplomate, on va prendre cette échelle, ça pourrait être un niveau technologique. Voilà, on doit vraiment être présent. On a les atouts pour ça, la France, l'Europe a les atouts pour ça, et que la France utilise l'Europe pour ça, ou se situe dans l'Europe, en apportant ça aussi, pour que l'Europe soit aussi un outil de diplomatie, ça c'est essentiel. Je crois que tout ça, c'est dans les limbes pour l'instant. On a besoin de le construire. Donc, tu vois, il y a beaucoup de pain sur la planche. Oui, merci Xavier. Et... Je peux témoigner que par le travail d'un think tank comme la FMES, on est en dialogue avec des think tanks un peu partout, et notamment dans la rive sud, et que ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire finalement la description du monde, on fait la même, tout le monde fait la même. Et les gens sont tous aussi intelligents, le QI est quelque chose de le plus également réparti dans le monde. Donc l'analyse, elle est la même partout. Après, chacun voit ça avec sa perspective, et donc c'est les intérêts des uns ne sont pas nécessairement les intérêts des autres, même si on a tous conscience qu'on a des intérêts partagés. Donc évidemment, cette table ronde, elle n'a pas vocation à clôturer le débat, mais juste à le lancer. Et vous avez compris qu'il y a un enjeu à relever le défi intellectuel. Parce qu'en fait, effectivement, tout est manageable. On n'est pas en train de décrire l'enfer qui vient, mais simplement, on décrit un monde dans lequel il faut réfléchir. C'est-à-dire que c'est fini de se laisser porter... parce que tout va se faire tout seul. Non, ça c'est sûr que c'est pas le cas. Et quand on a géré la guerre froide, nos prédécesseurs ont géré la guerre froide, et ben ils ont réfléchi, ils ont conceptualisé, ils ont relevé les manches, ils ont travaillé, et ils ont pris des décisions qui ont fait que l'Armageddon n'est pas arrivé. On en est ravis. À nous de relever ce défi intellectuel. Moi, en bon lecteur de Marc Bloch, on perd les guerres parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Voilà. Et si on comprend ce qui se passe, on a fait la moitié du chemin. Une fois qu'on a compris, on trouvera des solutions. Et on est là pour nous aider tous collectivement à comprendre. Vous avez compris aussi, c'est pour ça que c'est RSMed, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de doxa, il n'y a pas de dogme. Vous savez, dans ce genre de réunion, souvent il y a un grand discours ex cathedra initial. Je me refuse à le faire, parce que ce n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est plutôt, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce panel introductif, c'est de donner des points de vue différents, avec des orientations, des perspectives différentes, mais qui traitent du même sujet. Et c'est par cet échange qu'on finira par être un peu plus intelligent collectivement. Il se trouve que je suis retombé, alors c'est un coup de bol, sur le... Vous allez dire que j'ai beaucoup de temps à lire, mais je relisais le Gorgias de Platon, qui parlait de Socrate. Et Socrate disait, et je suis retombé dessus, je les ai notés, pour être intelligent, pour progresser intellectuellement, il faut un certain nombre de qualités dans le débat. Bon, alors là, franchement, je vous les relis. D'abord, premier point, accepter la réfutation. Accepter qu'on vous contredise. Donc là, pendant ces 2 jours, chacun va avoir son point de vue, va donner un point de vue sur des sujets souvent très sensibles, et chacun doit s'attendre à pouvoir être contredit. Et c'est pas scandaleux d'être contredit, au contraire, c'est un cadeau qu'on vous fait de vous pousser dans vos retranchements.
Et puis après, il y a 3 qualités que Socrate, c'est Platon qui raconte, mais c'est Socrate qui parle. La compétence, et ici vous avez des gens compétents dans tous les domaines, des experts de géopolitique, des experts de la technologie, de l'industrie, des experts de la conflictualité, des gens qui sont en responsabilité, qui passent leur vie à travailler sur ces sujets-là, donc la compétence. La bienveillance, disait Socrate, et ça participe aussi de la compréhension que l'autre a autant de valeur intrinsèque en tant qu'être humain, et que ses arguments, pour peu que, c'est le dernier point, qu'ils soient francs, ils sont recevables. Après, on a des perspectives différentes et c'est normal. Et le dernier point, c'est la franchise, justement. Il faut pouvoir dire ce qu'on pense, sans essayer de manipuler l'adversaire ou le partenaire ou l'interlocuteur. Bon, ça, je pense que, enfin, en tout cas, je fais appel à votre sens de la franchise. Je trouve que d'une certaine façon, et c'est aussi ça, nous sommes les héritiers de 2500 ans, 3000 ans de culture, et qui a fait qu'on est arrivé là où on en est. Et soyons dignes de cet héritage pour continuer cette route de l'humanité qui a toujours eu des difficultés. Effectivement, il n'y a rien de plus que ce qu'ont connu nos grands-pères et nos arrière-grands-pères ou grand-mères. Et ils et elles ont réussi à surmonter ces défis, et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas. Mais pour ça, il faut prendre le temps d'aller au bout des arguments, faire abstraction des émotions. L'être humain est un être d'émotions, et c'est tout à fait normal. On n'est pas des robots. Il y a des choses qui nous révulsent, il y a des choses qui nous choquent, il y a des choses qui nous font pleurer ou qui nous font peur. C'est normal. Moi, je trouve que c'est pas choquant. Mais il y a des moments dans la vie où il faut savoir mettre ses émotions de côté et faire marcher son cerveau. Et les RSMed sont là pour ça. Prendre un moment où on met plus ses émotions sur la... Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, mais on les surmonte et on débat d'idées. Et on essaye de régler intellectuellement les problèmes. C'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup comme ambition. Et bien sûr que nous sommes dans des situations avec des environnements extrêmement complexes et tendus et très émotionnels, avec des choses qui fâchent. Et moi, je pense qu'il faut pouvoir parler de choses qui fâchent sans se fâcher. On l'avait dit l'année dernière, et ça s'était très bien passé. Donc c'est mon dernier mot pour cette séquence introductive. Pendant 2 jours, on va parler de tous les sujets, on va les verbaliser, on va dire des choses, on va confronter des perspectives, des opinions, des points de vue différents, qui quelquefois auront une grosse charge émotionnelle, et on l'accepte, mais on va le faire sans se fâcher, pour aller au bout du raisonnement, pour être collectivement plus intelligent dans 2 jours. Bon RSMed à vous tous.